Bonjour. Dans cette partie 1 de ce cours d'économie monétaire, nous allons commencer à étudier, donc à analyser le troc, la monnaie et les banques. Et nous aurons ainsi différents chapitres qui vont illustrer cette partie. On va commencer ce chapitre 1 par bien sûr le troc, avec d'une part les caractéristiques du troc et d'autre part le nombre de relations potentielles d'échange et donc de prix qu'il y a dans une économie de troc. Je vais tout d'abord, dans une première section, définir ce qu'est le troc. Comment le caractériser? Et je vais vous demander de prendre la définition et d'écrire cette définition qui est la suivante. Le troc est l'échange d'un bien contre un autre bien en l'absence de la monnaie comme intermédiaire. Cette définition paraît très simple, mais vous verrez que quand on la décline en détail, vous verrez comment le troc est en réalité une économie complexe, un système d'échange complexe. Alors qu'effectivement, le troc, comme on le dit, est utilisé dans des économies extrêmement primitives, avec un nombre de personnes limité. Peut-être que quand les humains sont arrivés sur Terre, il y a 10 000 ans sans doute, il y avait le troc, ou peut-être il y a encore 5 000 ans, on avait le troc, mais vraiment c'était dans des petites sociétés humaines. Quelles sont les conditions de cette économie de troc? Quelles sont les conditions de fonctionnement? Écrivez bien les conditions de fonctionnement d'une économie de troc parce qu'il y a plusieurs critères qui sont importants, qui sont utiles, qu'il faut connaître pour bien comprendre le fonctionnement d'une économie de troc. Tout d'abord, je l'ai dit, il faut une communauté réduite d'individus. Le troc s'est organisé dans des sociétés humaines d'une centaine, peut-être de 200 personnes, de quelques familles, où chaque famille savait exactement ce qu'elle faisait, et donc on avait quelques produits simplement à échanger. Et donc, c'est le deuxième point, l'offre de produits doit être extrêmement restreinte. C'est-à-dire, dans une économie de troc, ne vous attendez pas à avoir 1000 produits. Une économie de troc fonctionne avec, par exemple, 10 produits ou 12 produits, et c'est déjà beaucoup. La troisième condition, pour qu'une économie de troc fonctionne, c'est une volonté commune de la part des individus à échanger. S'il n'y a pas cette volonté commune, l'échange ne se fait pas. Et enfin, quatrième condition, il faut que les prix soient faciles à établir. Les prix d'échange entre deux marchandises, entre deux produits, soient faciles à établir. Sinon, évidemment, là encore, l'échange ne se fait pas. Vous allez voir qu'au fond, on est dans des économies primitives, mais que ce système d'échange, en réalité, est très complexe. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, et même depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, nous sommes dans des économies complexes, avec un système d'échange simple. C'est ce que va apporter par la suite la monnaie. Et donc, nous allons décliner ces aspects par la suite. En effet, quels sont les coûts d'une économie de troc? Et je vais prendre un exemple très simple. Prenez cet exemple avec moi. Écrivez-le. Il y a un individu qui vend des poulets et il désire acheter des canards. Vous allez me dire que cet échange paraît a priori extrêmement facile à réaliser, alors qu'il est en réalité très compliqué. En effet, même sur un type d'échange facile, où finalement les deux biens ne sont pas très différents, il y a d'un côté un vendeur de poulet qui désire acheter un canard.
il y a plusieurs obstacles à l'échange. Ces obstacles, bien sûr, sont des coûts. Il y a tout d'abord les coûts de recherche, ce qu'on appelle ensuite la double coïncidence des désirs, et enfin, la valeur relative d'un bien par rapport à un autre, c'est-à-dire en réalité les prix. Le prix d'un bien par rapport à un autre. Et donc dans une section 2, nous allons étudier le nombre de relations potentielles d'échange qu'il y a dans une économie de troc. Dans une économie de troc, il y a des coûts de transaction. Je l'ai dit, rappelez-vous, les coûts de recherche, parce que notre vendeur de poulet est bien obligé de se procurer, de trouver quelqu'un qui vend des canards, parce que tous les propriétaires de canards ne sont pas forcément des vendeurs de canards. Donc, premier coût de transaction. Deuxième coût de transaction, la double coïncidence des désirs, parce qu'il faut effectivement que lorsque la personne, le vendeur de poulet, a trouvé un propriétaire qui est d'accord pour vendre des canards, que le propriétaire de canards accepte en échange des poulets, ce qui n'est pas souvent le cas, bien évidemment. Et puis, il y a le calcul d'un bien contre un autre, donc le prix d'un bien contre un autre, parce qu'on peut prendre des heures à marchander le prix d'un canard contre un poulet, et je ne vous parle même pas de tous les biens qu'on a aujourd'hui dans une économie moderne. Et nous allons prendre un exemple avec simplement 5 biens, à savoir de la mangue, de l'oignon, de l'avocat, de l'ananas et du poulet. Tous ces coûts qu'on a définis s'appellent des coûts de transaction. Les coûts de transaction, ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire qu'on prend du temps et on perd du temps à faire un échange de troc. Imaginez que dans nos systèmes modernes où un petit commerce, un tout petit commerce a peut-être déjà 1000 références, l'échange serait très vite stoppé. On ne pourrait pas échanger un bien contre un autre. Et je rappelle que les coûts de transaction que vous avez vus précédemment, c'est un concept qui est transversal à l'ensemble de la science économique et qu'on retrouve notamment dans la théorie dite des organisations. Dans la mesure où, lorsque des coûts de transaction apparaissent, dans une organisation comme dans d'autres domaines de la science économique, le but sera bien sûr comment minimiser ces coûts de transaction afin de favoriser, bien sûr, la fluidité de cette organisation. Et il en est de même en ce qui concerne la monnaie, parce que les coûts de transaction, ces 3 coûts qu'on voit là, sont des coûts de transaction. Il faut chercher. Ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Il faut que les 2 partenaires s'entendent sur l'échange. Et puis enfin, il faut calculer le prix d'un bien contre un autre bien. Alors, prenons cet exemple simple de 5 produits. Et vous voyez qu'il n'y a pas, dans une économie de troc, 25 relations d'échange, c'est-à-dire 5 par 5, tout simplement parce qu'on doit d'abord exclure les échanges d'un produit contre lui-même. Par exemple, la mangue, échanger une mangue contre une mangue, ça ne veut rien dire. Échanger un ananas contre un ananas, ça ne veut rien dire. Donc regardez le tableau. Là où il y a des croix, c'est l'exclusion d'un produit contre lui-même. Et donc on aura quoi? On aura 5, bien sûr, moins 4. 5 multiplié par 5 moins 1 égale 4, parce qu'on va exclure un produit contre lui-même. Et on verra la formule générale par la suite. Deuxième type de relation qu'il faut exclure à travers cette petite matrice. Ce sont les relations qu'on appelle redondantes. Écrivez bien et soulignez le terme de relation redondante. Par exemple, échanger des mangues contre des ananas revient à échanger des ananas contre des mangues, etc. Et donc, on va tout diviser par 2. C'est-à-dire que là, au départ, on a trouvé 5 multiplié par 5 moins 1, ça fait 5 multiplié par 4 égale 20. On avait exclu les relations d'un produit contre lui-même. Et là, on va exclure les relations redondantes.
Ce qui fait que, en réalité, le nombre de prix qu'il y aura dans cette économie extrêmement simple, avec 5 produits seulement, on aura 10 relations potentielles d'échange parce qu'on va diviser par 2. Retenez bien, la première relation revient à exclure un produit contre lui-même, donc c'est 5 multiplié par 5 moins 1, ça fait 20 relations, et par la suite, il faut tout diviser par 2, parce que, évidemment, on ne peut pas, la relation mangue-ananas correspond à la relation ananas-mangue, etc., etc. Et si on généralise cette formule, on aboutit à quoi? N facteur de n-1 sur 2, donc ça fait 5 facteur de 5 moins 1 sur 2, ça fait bien 10 relations d'échange et donc 10 prix à définir, à établir dans une économie de troc. Vous vous rendez compte que, je reviens sur le petit commerce, je ne parle même pas du supermarché, je ne parle même pas de l'hypermarché, des géants de la distribution, d'un hypermarché, où il y a 100 000 références. Prenons une petite boutique aujourd'hui, un petit supermarché de quartier, pratiquement, qui a déjà 1000 références de produits. Ce n'est pas grand-chose, 1000 références. Et vous voyez à ce moment-là que si on prend 1000 biens, 1000 multiplié par 1000 moins 1, si on applique la formule générale, divisé par 2, nous avons donc 19 500 relations d'échange potentielles et donc prix à définir. Ce qui est impossible. Vous vous rendez compte? Vous allez dans un supermarché, il faudra définir le prix d'un rasoir électrique contre 1 kg de poulet, définir le prix d'un kilo de tomates contre, par exemple, un pack de yaourt, définir le prix d'un fromage contre des stylos billes, etc., etc. Donc vous voyez bien que là, c'est pas possible. Et pourtant, 1000 biens, qu'est-ce que c'est pour nous aujourd'hui? C'est juste pour vous faire comprendre qu'en réalité, l'économie de troc, comme je le disais au départ, a fonctionné dans des petites sociétés. 50 familles, 100 familles, maximum, où les besoins étaient connus d'avance. On savait qu'aujourd'hui, il fallait, quand on allait à la chasse, avoir un peu de viande, un peu de poisson par exemple, ou un peu de légumes. C'est les sociétés dites primitives où effectivement il fallait aller à la chasse, aller à la pêche et récolter les fruits. 10 000 ans d'histoire humaine, 15 000 ans d'histoire, donc voilà un petit peu comment s'est fait l'évolution au fur et à mesure. Donc vous voyez bien que les humains ont été par la suite obligés de trouver autre chose pour échanger. Et donc, on aboutit donc à, bien sûr, cette autre chose qui va émerger dans l'évolution des sociétés humaines, c'est bien sûr la monnaie. Voilà ce que je voulais vous dire, et on se donne rendez-vous, bien évidemment, pour le chapitre 2. Je vous remercie.